Bonsoir tout le monde. Bonsoir. La dernière fois, on s'est arrêté, on a fait un tour d'horizon comme quelque chose d'introduction au monde arabe et musulman pour justement répondre à la question pourquoi le printemps arabe touche essentiellement des pays arabes dits modernes, ou c'est comme ça qu'ils se définissent. Mis à part le Bahreïn, on a affaire à Tunisie, qui n'était pas une monarchie. Ça a commencé par la Tunisie. Ensuite, ça a suivi l'Égypte, qui est considérée comme le pays moderne du temps de Nasser, en passant par les régimes qui ont suivi. Ensuite, il y a eu la Syrie, aussi, qui est gouvernée depuis une cinquantaine d'années par un parti qui se dit laïque, un parti unique, le parti Baas. Et ensuite, le Yémen, également, qui est gouverné par les rescapés du mouvement nationaliste arabe, une forme de nasserisme qui date de 1962, avec Ali Saleh, qui était au pouvoir pendant 34 ans. Et donc, on a essayé, à la recherche d'une réponse à cette question, de voir la division du monde arabe entre pays dits modernes et pays non modernes du genre monarchique. Par exemple, l'Arabie saoudite, le Maroc, la Jordanie, etc. Et en même temps, de voir que parmi les 22 pays arabes qui sont tous membres de la Ligue arabe, en géopolitique, on ne peut pas les classer tous au même niveau d'importance pour des raisons économico-politiques, démographiques, militaires, etc. En gros, pour récapituler cette partie qu'on a vue ensemble, on a constaté qu'on a affaire, parmi les 22 pays arabes, à deux, géopolitiquement parlant, pas en tant que forme de régime seulement, on a des régimes ou des États pôles, c'est-à-dire qui jouent un rôle de leadership, et on a des États clients. Donc les États clients sont plus nombreux sur les 22 pays arabes, évidemment. Les coqs sont moins nombreux. Il y en a 4 des États pôles. À la tête de ces 4, il y a l'Égypte, qui a historiquement joué un rôle de leadership dans le monde arabe. D'autant plus, ce rôle a été confirmé du temps de Nasser, comme je l'ai expliqué longuement la dernière fois. Et deuxième pôle, ou deuxième État pôle, c'est le couple, la Syrie, l'Irak, parce que historiquement c'était un seul pays. Et c'est pour ça que, pour des raisons peut-être de haute politique, superpuissance, ou pour des raisons de sociologie locale, ces deux pays ne se parlaient pas les 30 dernières années entre eux. Alors que c'est le même régime Baas qui était à Bagdad, sous Saddam Hussein, et qui est toujours actuellement sous Bachar al-Assad. Peut-être il faut chercher les raisons de cette chicane au-delà de l'appartenance politique à l'occidental, puisque Baas, ça ne veut rien dire. En Irak, c'était un régime du temps de Saddam Hussein, à majorité chiite, 65% de la population, gouverné par une minorité sunnite. Saddam Hussein était sunnite du village de Takrit, celle de Salah ad-Din. Et en Syrie, c'est l'inverse.
c'est sur une population de 90% de sunnites, ils sont gouvernés par 8% de alaouites. Le régime actuel, qui date depuis 50 ans entre le père et le fils, est un régime alaouite. Ça, on n'en parle pas beaucoup, on parle du régime laïque et moderne, quoi. On verra par la suite. Donc, troisième volet, c'est les pays du Golfe. On a un État-pôle dans cette région qui s'appelle l'Arabie Saoudite, avec les satellites qui tournent autour. Même si le Qatar récemment essaye de rivaliser avec l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite reste le coq de la chose dans la région. La plus grande fortune pétrolière, peut-être pas dans le monde, mais dans la région. Et quatrième pôle, c'est un peu loin des pays du Mashrek, c'est l'Afrique du Nord. Par exemple, entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, historiquement, c'est le couple Maroc-Algérie qui a joué le rôle, ou qui est supposé jouer un rôle dans l'État-pôle. Mais il est loin du conflit du Mashrek, c'est-à-dire la Palestine, du conflit israélo-palestinien, et d'autre part, ils ne se parlent pas entre eux à cause du Sahara occidental. C'est la même affaire qu'entre la Syrie et l'Irak. Bref, on a vu également que Nasser, dans une conjoncture des années 50, juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la capitulation de tout ce que j'ai raconté la dernière fois, a joué le rôle de leadership. Non pas parce qu'il est le Mao Tse-tung de la région, mais parce que l'Égypte, il est à la tête de l'Égypte, il n'est pas à la tête de Ras al-Khaimi, par exemple, qui compte 50 000 personnes. L'Égypte, c'est 85 000 personnes, 85 millions. Donc, il fait le contrepoids à l'Iran, chiite, qui est 80 millions. On a vu que ce qui est en train d'éclater avec le printemps arabe, c'est justement ce modèle que j'ai appelé nassérien, et qui s'est dupliqué, s'est répété à travers le monde arabe. C'est-à-dire, le régime nassérien qui date de 1952 a eu une influence dans les pays arabes, a fait un bouleversement des régimes, et ceux qui ont fait ces coups d'État dans ces régimes ont essayé d'imiter Nasser, même dans sa façon de marcher et dans sa façon de faire des discours. Kadhafi était un exemple, par exemple. Et il a renversé sa monarchie en 1970. C'est un peu sur le tard. Mais en Irak, en 1958, la Syrie avait commencé avant, mais finalement, ils ont donné le pays à Nasser pour gouverner la Syrie et l'Égypte en même temps. Le Yémen, ici, c'était le modèle nassérien, et, à plus forte raison, l'Algérie, qui a été soutenue par Nasser dans sa guerre contre la France. Ce modèle, il n'a pas attendu le printemps arabe pour éclater. C'est ce que j'essaie de voir aujourd'hui avec vous. C'est-à-dire, je passe en revue, j'appelais ça avant le fil des événements, mais sans tomber dans l'historiographie. Mais le matériel historique est indispensable pour savoir pourquoi on en arrive à la situation actuelle qui a fait que le monde arabe a éclaté. Tout d'un coup, là, les gens se sont révoltés. Finalement, le grand coup que le régime nassérien a reçu, c'était la guerre de 6 jours, en 1967. Comme je l'ai mentionné la dernière fois, en 6 heures pratiquement, l'aviation israélienne a détruit complètement l'aviation égyptienne avant que quelqu'un ne puisse prendre le vol sur les aéroports.
ce qui leur a donné une suprématie absolue de s'en servir à gogo contre les chars blindés dispersés à travers le désert du Sinaï, à 50 degrés à l'ombre. Donc c'était un massacre. Et ensuite, l'armée israélienne s'est retournée contre la partie nord, c'est-à-dire la Syrie, le Golan, et a occupé Jérusalem en 1967. Ce bouleversement, cette défaite, qu'on a appelée la Naksa, par référence à la Nakba de 1948, a eu des conséquences énormes au niveau des pays arabes et des mouvements politiques. Il n'y a pas que les manifestations qui ont eu lieu en Égypte pour demander à Nasser de ne pas démissionner, c'est ce qu'il voulait faire. Et il y a eu plus que ça, c'est-à-dire il s'est déclenché un nouveau mouvement au niveau palestinien, surtout, de dire que la stratégie menée par ce régime moderne pour libérer la Palestine et résoudre le conflit israélo-palestinien, ça mène à rien. La preuve, c'est l'échec de Nasser. Pourquoi ça mène à rien? Parce que c'est pris dans un équilibre entre les deux superpuissances de l'époque, l'Union soviétique et les États-Unis. Donc ces régimes, qu'est-ce qu'ils promettaient à leur peuple? Qu'ils vont se procurer des armes de l'Union soviétique pour faire l'équilibre stratégique, technologique et militaire avec Israël. Et à l'heure zéro, ils vont attaquer, comme du temps de Salah ad-Din, quoi. Il s'est avéré que c'est une catastrophe. Parce que, selon cette formule, les Américains vont donner toujours plus à Israël, des armes beaucoup plus sophistiquées. Donc, Israël est rassuré pour sa suprématie militaire. Donc, c'est une stratégie sans horizon. Ensuite, dans une perspective de guerre du peuple, parce qu'à l'époque, il y avait l'image de marque dans le monde arabe de Nasser, du général Diab au Vietnam, qui a pu battre les Américains au Vietnam avec très peu de technologie militaire. Le secret de ça, c'était de dire les Israéliens, à l'époque, comptaient 3 millions, et les Arabes, c'est 300 millions. Et les 300 millions, au lieu d'applaudir aux avions égyptiens qui n'ont pas pris le vol, au moins on donne à chacun un Kalachnikov et qu'il participe au lieu d'applaudir. Et les Kalachnikov venaient gratuitement de la Chine, de Mao Tse-tung, pour soutenir les mouvements de libération nationale. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Maintenant on les appelle terroristes. Mais à l'époque c'était ça. Et donc ça venait gratuitement. La Chine, il y en a, le slogan de Mao Tse-tung, c'était 1,5 milliard, chacun offre au peuple palestinien un Kalachnikov, gratuit. Les Russes voulaient qu'on leur paye cash pour leur donner des armes. Et donc, il s'est créé dans la région, surtout au niveau palestinien et par la suite dans le monde arabe, une nouvelle stratégie qui compte plus sur les régimes et qui dit, nous, on va mener la guerre du peuple à la façon vietnamienne. Et le fer de lance de cette guerre du peuple, c'est l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui, avant cette date, était sous la tutelle de Nasser. Il y avait un fonctionnaire à la place de Yasser Arafat qui s'appelait Ahmed Choukairi, qui travaillait chez Nasser, quoi. C'était rien du tout. Et donc, le mouvement Fatah de Yasser Arafat, qui avait déjà commencé
sa lutte armée. Ils n'ont pas attendu la guerre de 67 pour commencer, ils ont commencé en 65, le Fatah. Mais ils étaient très peu populaires même dans les camps palestiniens, c'est-à-dire dans les camps palestiniens à l'époque, les gens massivement étaient pro-nassériens. Mais avec la défaite de Nasser, Fatah va prendre son essor et les gens vont dire c'est la voie qu'il faut suivre, la voie des fédaïns. C'est le terme arabe de la stratégie de Giap. C'est-à-dire le peuple, non pas seulement le peuple palestinien qui est sujet de cette guerre de libération, mais c'est le peuple arabe unifié. C'est-à-dire les 85 millions d'Égyptiens, ils doivent participer, en principe. On ne l'a jamais vu de fait, mais c'était ça la théorie à l'époque. Et donc, là, ça va créer aussi des scissions au sein des partis de gauche dans le monde arabe. Par exemple, au niveau palestinien, à côté du Fatah, il y a eu la scission du mouvement nationaliste arabe qui a donné une aile militaire comme le Fatah qui s'appelle FPLP de Georges Habash, Front populaire de libération pour la Palestine, ceux qui étaient connus par la suite par le détournement d'avions, etc. Ensuite, il y a eu le FPDLP, Front populaire démocratique pour la libération de la Palestine, une scission marxiste de Naïf Hawatbi, etc. Donc, ça fleurissait à l'époque. Et tout ce monde-là, il y avait aussi As-Sa'iqa, il y avait... Je ne suis pas là pour énumérer tout ça, mais c'était l'époque palestinienne, si vous voulez, comme remplaçante de l'époque de Nasser. Surtout que Nasser est décédé en 70, c'est à partir de 70 que l'OLP va essayer de remplir la place vacante de Nasser comme leadership du monde arabe. Mais ça, c'est sur le papier. L'OLP, c'est-à-dire tout le peuple palestinien, il n'est pas à l'origine un État. Paul a supposé qu'il avait un État. Jusqu'à maintenant, il n'a pas un État. Mais toute la Palestine comprise n'a pas joué historiquement un rôle de leadership comme l'Égypte. C'est-à-dire, si on prend la sociologie de la chose, le Fatah avait commencé quelques étudiants dans la bande de Gaza, où il soutenait en 1956 l'armée égyptienne dans sa guerre contre Israël, la France et l'Angleterre. C'est le début, si vous voulez. Donc, après le massacre de 70 en Jordanie, qui a été perpétré par le régime jordanien du roi Hussein, tous les leaders de l'OLP et de toutes les organisations palestiniennes se sont réfugiés à Beyrouth. Alors, on se trouvait dans une situation, le Liban n'est pas nouveau à recevoir les réfugiés du monde, comme actuellement ça se passe avec les réfugiés syriens. Il y en a 2 millions de réfugiés syriens au Liban sur une population de 4 millions. À l'époque, il y avait à peine 2 millions de Libanais. En 70, je parle. Et déjà, avec les camps palestiniens qui existaient et leurs leaders qui sont venus installer leur état-major au Liban et leur base militaire à partir du sud du Liban, ça faisait 500 000 réfugiés palestiniens, c'est-à-dire le quart de la population. Et surtout qu'avec l'arrivée des leaders, ces camps palestiniens, on leur a distribué les Kalachnikov qui venaient de Chine. On a commencé la petite mise en scène au Liban, comme d'habitude. Donc on voit très bien, à l'époque,
à partir de 70, que le Liban va être le concentré des contradictions du monde arabe. C'est-à-dire, c'était le laboratoire où, à partir de ce laboratoire, un miroir qui reflétait les contradictions et le système d'alliance dans le monde arabe. On a vu que, au niveau du monde arabe, et tout le monde est devenu américain à partir de 70. Les régimes, je parle des régimes. Les peuples, jusqu'à maintenant, ils discutent s'ils vont suivre l'American way of life. Mais les régimes, on a vu que les deux États pôles essentiellement, la Syrie et l'Égypte, la clique qui a pris le pouvoir dans les deux pays, après la mort de Nasser, ce n'est pas les pro-soviétiques, c'était les pro-américains. Sadat en Égypte et Hafiz Assad en Syrie. Et tous les deux pro-américains déclarés. Les pays du Golfe sont de facto pro-américains depuis les années 1934-40. Ils sont à l'avant-garde de l'américanisme. Et donc, le monde arabe, dans les pays qui ont du poids, on peut dire que c'était sous la tutelle américaine, sauf le Liban, qui était, malgré sa petite taille, il était considéré comme le Hanoï, qui rassemblait non seulement les Fédayines, mais tous les mouvements de libération nationale du monde. Et on retrouvait à Beyrouth à l'époque les Irlandais qui venaient s'entraîner, même les frères Rose là, du mouvement québécois là, qui ont fait leur entraînement à Beyrouth, etc. Tout le monde était là-bas, c'était la Mecque des révolutionnaires. Et pourquoi les Américains laissaient cette chose se passer? Parce que le Liban, il n'y avait pas de pétrole, ça ne dérangeait pas les Américains, et donc ils ont laissé pourrir la situation pendant 15 ans. 15 ans. En 15 ans, il y a eu 200 000 morts et 1 million de handicapés physiques et mentaux, en gros. C'est-à-dire la guerre qui a éclaté, on va en parler tout à l'heure, ça a duré de 75 à 90, 15 ans. Ce qu'on appelle la guerre civile libanaise. Il y a d'autres guerres libanaises, on va voir. Ça n'arrête pas. Et qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se tramait pendant cette période au niveau régional et au niveau international? C'est ça qui est intéressant parce que on a parlé de la défaite de 67 et ses conséquences, la montée de l'OLP comme stratégie de libération nationale, et ensuite, 3 ans après, il y a eu ce qu'on appelle la guerre d'octobre 1973. Et cette fois-ci, ce sont les régimes arabes qui ont pris l'initiative, ce n'est pas Israël. Secrètement, ils se sont réunis, Sadat et Hafiz Assad, et ils ont mis l'Irak au courant parce que l'Irak a joué un rôle également. Et finalement, ils ont déclenché les hostilités contre Israël par surprise en 1973. Et ça a donné des résultats. C'est-à-dire, l'armée égyptienne a traversé le canal de Suez pour pourchasser l'armée israélienne à travers le Sinaï. C'était un grand exploit. L'armée syrienne est rentrée jusqu'au lac Tibériade, en Cisjordanie, du côté du Golan. Et là, les Américains sont intervenus. Kissinger était à l'époque le maestro, qui a créé
un pont aérien d'aide massive à Israël avec des avions Galaxy et qui a fait durer la guerre pour que le rapport de force sur le terrain se renverse dans l'intérêt d'Israël pour entamer les négociations. Et les négociations, Sadat dit à l'époque que c'était une guerre de tahrik, c'était pas une guerre de tahrir, c'est-à-dire c'est pas une guerre pour libérer la Palestine, mais c'était une guerre pour faire bouger le dossier du conflit israélien, israélo-palestinien ou israélo-arabe auprès des Américains, c'est-à-dire d'imposer une paix quelconque. Ça n'a pas marché. Sadat prend l'initiative d'aller visiter Israël tout seul. Même les Américains étaient surpris comment il a donné cette carte aux Israéliens, sans contrepartie, là, pour dire je suis prêt à signer une paix séparée avec Israël. Là, on rentre dans les stratégies des superpuissances et des forces régionales. C'est ce que j'ai appelé, moi, la philosophie de Camp David. Camp David, c'était le nom où les Américains ont essayé de réunir Arabes et Israéliens. À l'époque, c'était Kissinger, le maestro, mais dans l'esprit de Kissinger, c'était, il a écrit, si vous consultez un peu ses années à la Maison-Blanche, parce qu'il a servi sous Nixon et il a servi une partie du mandat de Carter, avant qu'il soit remplacé par Brzezinski. Et donc, c'était l'artisan de cet accord-là de Camp David. Lui, ce qu'il voulait, c'est que l'Égypte ne signe pas l'accord toute seule avec l'Israël. Il veut que l'Égypte continue à jouer son rôle d'État pôle, mais pro-américain cette fois-ci, comme du temps de Nasser, que les autres Arabes suivent l'Égypte pour venir signer une paix définitive avec Israël. C'est ça l'idée de Kissinger. Il l'écrit noir sur blanc. Mais il y avait deux qui étaient contre cette stratégie américaine. D'abord Israël, parce que c'est comme au paradis, c'est-à-dire vous rentrez un à un. Je ne signe pas avec tout le monde, parce que ça fait une force arabe pro-américaine, plus le lobby arabe pétrolier à Washington, ça ne fait pas l'affaire d'Israël. Donc ils préfèrent diviser. Je signe avec l'Égypte à part, je signe avec la Syrie à part, et le Liban à part, etc. Ça, c'est une stratégie israélienne. Et le deuxième qui n'était pas d'accord, c'est Hafez Assad, qui est le partenaire de Sadat. Parce que lui, il veut être traité comme lui, le leader du monde arabe. Il ne va pas suivre Sadat dans sa poche pour aller à Camp David. Donc, objectivement, il y avait deux refus de cette stratégie de paix. Un refus israélien et un refus syrien qui a mobilisé autour de lui à l'époque et Kadhafi et l'Irak et tout ce qu'on a appelé à l'époque le front du refus. Et tous les deux ont participé à isoler l'Égypte et même à l'expulser de la Ligue arabe. Et les locaux de la Ligue arabe qui étaient au Caire historiquement depuis sa fondation se sont déplacés en Tunisie. Et donc, l'Égypte était rayée de la carte des jeux de puissance régionale et ça donnait le champ libre à Hafez Assad de jouer au grand maître dans la région, au leader. Ça, c'est une des conséquences qui n'est pas voulue par les Américains. Les Américains voulaient le contraire, mais ça a donné ça. Camp David a donné en sorte que
Hafez al-Assad va faire jouer à la Syrie un État pôle à partir de cette date, et il va essayer de prendre en charge ou de prendre en sous-traitance, si vous voulez, avec reconnaissance américaine, le Liban et l'OLP. Donc, lorsque la guerre du Liban éclate en 1975 et qui a duré jusqu'à 1990, on voit très bien qu'à travers cette guerre, en filigrane, il y avait la contradiction Assad-Arafat. C'est-à-dire, qui va tenir le Liban? L'OLP ou la Syrie? Et là, il faut dire deux mots. Pourquoi ça a éclaté au Liban? C'est quand même intéressant. Parce que ce petit pays qui va jouer un rôle stratégique pour les jeux de puissance, c'était ça le laboratoire là-bas, c'est d'avoir une idée du contexte et de la sociologie de la chose. Donc je retourne à ce que j'ai appelé multiconfessionnel et multiculturel. Ça, c'est une étude que j'ai écrite suite à l'initiative de M. Charles Taylor sur le multiculturel et les accommodements raisonnables. Et la critique que je lui ai adressée, qu'il est en train de nous amener au Québec à une formule plutôt multiconfessionnelle, où chaque communauté confessionnelle est autonome presque, et qui va avoir ses ambassadeurs, etc., comme le Liban, quoi. Alors, je cite André Chedid. André Chedid, c'est une poétesse et écrivaine d'origine libanaise, mais qui a vécu en Égypte, qui a écrit un livre en 1965, magnifique, qui s'intitule « Le Liban », chez Le Seuil. Elle dit « Le Liban, visage multiple, mosaïque de Milla ». Milla, ça veut dire communauté confessionnelle. C'est un terme arabe. Avant d'être libanais, le Libanais est musulman, juif ou chrétien. S'il est musulman, il est sunnite, chiite, druze, alaouite, kurde ou ismaélien. S'il est chrétien, il est catholique, orthodoxe, protestant, arménien ou minoritaire. S'il est catholique, il est maronite, grec-catholique, assyrien, chaldéen ou arménien. S'il est orthodoxe, il est grec-orthodoxe, nestorien ou arménien. Sans oublier les latins, communauté chrétienne arabe directement rattachée à Rome, et la petite minorité israélite établie à Beyrouth. En tout, 18 millas ou 18 possibilités officielles pour un Libanais d'être croyant, monothéiste et fils d'Abraham. Il faut gérer ce monde-là. C'est quelqu'un qui... Moi, j'ai dit autrement dans une autre étude à propos du Liban, beaucoup trop d'histoire pour un si petit pays, avec beaucoup trop d'histoire pour si peu de géographie. Tout le Liban, c'est 220 km, c'est-à-dire ça ne fait pas Montréal-Québec, là. La superficie du Liban, c'est 10 000 km², 10 000 et quelques. Et il y a toutes les croyances du monde. Si vous voulez faire une thèse de doctorat sur les origines des croyances, on a la copie originale, là. C'est pas des photocopies. Il y a même des descendants de Saint Jean-Baptiste, là, qui disent on est descendants anthropologiques de Saint Jean-Baptiste. C'est pas la façon québécoise adoptive. Et donc, ce Liban-là, c'est l'héritage de cette mosaïque de communautés confessionnelles. Il a connu de 1918 jusqu'à 1946
un mandat français. Et les intellectuels libanais de tous bords à l'époque ont cru, comme les Algériens à un moment donné, qu'on a fait jouer aux singes, ils étaient élus au Parlement français, mais les autres députés français disaient bah, vous êtes un député de seconde zone, toi, de seconde classe. Et donc, on a souhaité à l'époque, les pro-français au Liban, que la France crée au Liban un État de droit, selon les slogans de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Mais non, la France a reproduit la même structure familiale, confessionnelle qu'on vient d'énumérer tout à l'heure. Parce que cet État libanais, c'est la France qui l'a légué. L'État indépendant libanais de 1946 était déjà confessionnel, avec tampon mandat français. Et donc, c'est important de voir comment les slogans d'État de droit ne sont pas exportables, disons. C'est pour consommation interne, mais pas pour les autres, si vous voulez. Maintenant, on dit que c'est la faute de la sociologie locale, c'est-à-dire la France ne pouvait pas créer de toutes pièces un État de droit, il faut tenir compte de l'histoire du pays, ce qui est vrai. Mais est-ce que c'était sa stratégie ou son souci? C'est pas évident. Bref, cet État hérité des Français était taillé par Clémenceau à un moment donné pour donner aux chrétiens de l'Orient un seul endroit où les chrétiens sont majoritaires, avec président de république chrétien. Les autres pays arabes, c'est musulmans, tous, les 22 pays arabes. Et donc, le Liban a été créé artificiellement dans cet objectif-là, à partir de 1920. La démographie aidant à l'époque, puisque les chrétiens, selon le recensement de 1932, étaient légèrement majoritaires par rapport aux musulmans, 51%, quelque chose comme ça, ça justifiait un État à visage chrétien et surtout un véhicule de la modernité occidentale. C'est le rôle que le Liban a joué à travers cette image qu'on a donnée du Liban, la Suisse de l'Orient, la banque de la région, les gens parlent français, ils font du tapouli, etc. C'est lié à ça. Sauf que les maronites qui ont pris le pouvoir, après le départ des Français, parce que c'était eux les protégés des Français, ils n'ont pas su faire un État. Ils ont fait une ferme, si vous voulez. C'est-à-dire sur les quelques présidents qui ont traversé cette période-là de 1946 jusqu'à l'éclatement de la première guerre civile au Liban en 1958, les présidents qui sont passés, ils ont pris la caisse chez eux. C'est connu au Liban. C'est-à-dire, il y a une idéologie qui dit que l'accès à une fonction d'État, c'est pour s'enrichir, et non pas pour servir le peuple. On s'en fout du peuple. Et donc, c'était un État faible, c'est-à-dire sur les 18 communautés confessionnelles, je ne rentre pas ici dans les détails entre Milla et Ta'ifa, c'est une autre affaire, disons que l'État était un consensus de plusieurs communautés confessionnelles. Et donc, c'était le parti politique le plus faible parmi les communautés confessionnelles, si vous voulez. Le minimum d'État, si ça s'appelait au néolibéral ici. Donc, et lorsque, par exemple, le problème palestinien, à partir de 1970, va se poser, les Palestiniens ont transporté leur expérience de Jordanie au Liban. Au Jordanie,
le roi Hussein endurer le fait que les Palestiniens ont fait une dualité du pouvoir, parce qu'ils étaient armés dans leur camp. Donc l'armée jordanienne ne pouvait plus tenir son rôle. Ben, ils ont fait la même chose au Liban. Alors, les Libanais au pouvoir, les chrétiens au pouvoir, ont dit l'armée libanaise, on ne peut pas s'en servir pour taper sur l'OLP au Liban, qui est en train de répéter la dualité du pouvoir dans le pays. Parce que l'équilibre de l'armée libanaise est fragile. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Si on donne l'ordre à un officier musulman de tirer sur les Palestiniens, il risque de faire scission. Ça ne marche pas. C'est ce qui va arriver en 1975, par exemple. En 1970, on ne l'a pas fait. On a créé des milices parallèles pour se battre contre la guérilla de l'OLP par anti-guérilla. Et ça, c'était à l'initiative des maronites de Jmaïl, surtout la famille Jmaïl. Bachir Jmaïl, qui va être élu par la suite président de la République, a commencé son entraînement militaire en 1968. Et on pouvait lire dans les régions chrétiennes des slogans racistes, comme on lit actuellement par rapport aux réfugiés syriens. Tuez un Palestinien, vous irez au paradis. C'était écrit, noir sur blanc. C'est-à-dire, on identifiait, on mélangeait le problème politique de l'OLP et la dualité du pouvoir, on le mélangeait avec un racisme contre le peuple palestinien en tant que tel. C'est deux choses différentes. Et donc, on se préparait déjà, depuis les années 70, à une guerre contre les Palestiniens. C'est pour ça que les forces libanaises ou la droite chrétienne, à l'époque, étaient prêtes à affronter ou à résoudre à sa façon le problème palestinien au Liban, au risque de faire éclater l'État, puisque même si l'armée ne participe pas, mais elle va avoir des éclats d'obus dans cette affaire. Et ça s'est déclenché en 1975. À l'époque, déjà, l'Égypte était out par rapport à une intervention dans le monde arabe, puisqu'elle était expulsée de la Ligue arabe et isolée. Le joueur principal dans cette affaire, c'était la Syrie. Donc, la Syrie, à l'origine, s'est positionnée comme étant le défenseur du camp chrétien au Liban. Et l'armée syrienne est entrée au Liban en 1976 sous prétexte de protéger les chrétiens du Liban du danger palestinien. C'est ça l'origine, au début. En même temps, l'OLP avait des racines ou des appuis dans la mosaïque libanaise de communautés confessionnelles auprès des sunnites. Parce que chez les Palestiniens, il n'y a que des sunnites, pure laine, il n'y a pas de chiites. Malgré le fait que les chiites du Sud-Liban, au niveau des masses, soutenaient la cause palestinienne jusqu'à un certain point. Et à un moment donné, ils vont faire volte-face contre les Palestiniens. On verra ça par la suite. Et donc, lorsque l'armée syrienne est rentrée, elle avait comme mission, avec le feu vert américain, on ne rentre pas au Liban comme ça, en se baladant là. Il y a des superpuissances à l'époque qui donnent le feu vert. Il est rentré, Hafiz Assad, au Liban pour sauver les chrétiens d'un éventuel massacre.
avec l'approbation des États-Unis, quitte à, comme tout sous-traitant, il a sa poche à part, c'est-à-dire il fait ses propres intérêts à lui, là, à côté. Et donc, son objectif, c'était de taper sur l'OLP. Et il l'a fait. C'est-à-dire, il a commencé par taper sur la gauche libanaise qui soutenait l'ALP. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque le mouvement national libanais. À la tête de ce mouvement national, il y avait un grand leader d'origine druze qui s'appelle Kamal Jumblat. Eh bien, les Syriens l'ont tué, carrément. Et ils ont liquidé le mouvement national libanais. Point à la ligne. Et ils ont pu avoir le temps de se faire payer par le camp chrétien. Et là, les chrétiens, au pouvoir, je ne parle pas des chrétiens en général, avaient des illusions. En matière de politique, on peut être naïf, comme partout là. Ils croyaient qu'on fait appel à la Syrie pour nettoyer, c'est le terme qu'ils employaient, les Palestiniens du Liban, et après on leur dit merci pour vos services, rentrez chez vous. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas des enfants de cœur, Hafiz Assad. Il veut gouverner le pays, c'est ça l'objectif. Et il leur dit, ben, payez la facture, je dois rentrer dans vos régions, à Beyrouth Est, pas seulement chez les musulmans. Maintenant que j'ai tapé les musulmans, il n'y a plus de combattants chez les musulmans, je rentre à Ashrafi. Et c'est là où les chrétiens ont fait volte-face, les milices, je parle des milices, ils ont fait appel à Israël. Un jeu d'intelligence. Voilà, c'est Bachir Ismail qui lui a joué la carte d'Israël, de Menachem Begin à l'époque, carrément. Et il s'est appuyé sur lui, et c'est lui qui l'a imposé comme président de la République au Liban en 1982. Mais ça, c'est longue date après. C'est-à-dire, il a été élu en 1982 avec les chars blindés de Sharon à Beyrouth. C'est fascinant l'histoire de cette région. Tout le monde est passé par là. Bon. Donc, la guerre donc, continue au Liban entre Syrie et OLP. Premier round, c'est les Syriens qui règlent leur camp à l'OLP, mais la géographie joue un rôle important, c'est-à-dire pour l'OLP. C'est vrai que son état-major était à Beyrouth, mais les Syriens n'ont pas pu rentrer à Beyrouth, parce que la masse de Beyrouth, Beyrouth-Ouest surtout, c'est sunnite, donc ils n'avaient pas intérêt à rentrer. Et de Beyrouth jusqu'au sud Liban, c'est-à-dire jusqu'à la frontière avec Israël, l'OLP continuait à avoir les mains libres. Si elle veut faire des opérations contre Israël, elle peut le faire. Ce n'est pas les Syriens qui vont pouvoir l'empêcher. Puisque selon le cessez-le-feu de 1973 signé avec Israël, la Syrie n'a pas le droit de dépasser le sud de Saïda. Sud de Saïda, c'est-à-dire à 70 km de la frontière avec Israël. Et toute cette région, c'était bourrée de bases militaires de l'OLP. Donc, la guerre continuait sous une autre forme, puisque l'OLP, son objectif principal en rentrant au Liban, soi-disant, c'était de se battre contre Israël et non pas d'occuper les villes. Voilà. Alors,
En 1978, voyant les limites de l'engagement syrien, puisque les Syriens se sont engagés auprès des Américains, comme ils vont régler son compte à l'OLP définitivement. Et on a vu que la sociologie libanaise n'aidait pas. Et puis, ils se sont butés sur le refus chrétien de payer la facture de leurs services rendus. Et donc, les Américains vont avoir recours de nouveau à un autre sous-traitant sous la main, qui est Israël, qui va envahir tout le sud du Liban en 1978. C'est ce qu'on appelle la première invasion israélienne. Ça, c'est les consignes internationales. Et ils vont installer sur place une milice chrétienne, tampon, qui, elle, va recevoir les coups éventuellement des opérations palestiniennes. C'est-à-dire entre Israël et les Palestiniens, il y avait une milice de Saad Haddad, un officier chrétien qui a fait scission de l'armée libanaise et qui a constitué ce qu'on appelle l'armée libre au sud Liban, qui travaille à la solde d'Israël à l'époque. Et c'était un projet israélien de se protéger du côté nord contre éventuellement des opérations militaires. Et donc, en 1979, il y a un grand changement qui va aussi qui va brasser les cartes dans la région. C'est la révolution iranienne chiite de 1979 et l'alliance avec la Syrie alaouite. Ça, c'est un grand événement et on est en pleine actualité lorsqu'on va aborder ce sujet, puisque on continue à vivre actuellement ce qu'on appelle le dossier iranien. On en parle beaucoup dans la presse occidentale, il y a très peu de choses valables, il y a beaucoup d'idéologies, beaucoup de préjugés sur ça, mais je vais juste m'arrêter un peu pour voir un peu clair sur ça, parce que c'est important. Puisque ça va changer toute la donne au niveau des jeux d'alliance, les relations entre les États pôles dans la région, les superpuissances et les guerres qui ont suivi. Vous savez que l'Iran, avant Khomeini, était gouverné par le Shah d'Iran. Et le Shah d'Iran, à l'origine, le père était un sergent dans l'armée britannique. On l'a remplacé parce qu'on l'a soupçonné pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'il n'était pas net dans le conflit avec les Allemands à l'époque. Et on a fait venir son fils, Rida Shah Pahlavi. Et lui, il faisait partie, si vous voulez, des alliances du monde arabe par le biais du pacte de Bagdad, déjà dans les années 50. Je vous ai parlé la dernière fois que contre Nasser, il s'est formé ce qu'on appelle le pacte de Bagdad, avant que le régime hachémite royal à Bagdad soit renversé par Abdelkarim Qasem. Les Britanniques, à l'époque, ont créé une alliance qui regroupait leurs protégés dans la région, à savoir le Shah d'Iran, le régime royal irakien, le régime royal jordanien, qui est la même famille hachémite, le Liban de Kamil Shamhoun, etc., et l'Arabie saoudite. Et donc le Shah d'Iran
n'est pas étranger au monde arabe. Il faisait partie de cette alliance de Pacte de Bagdad. Et il venait souvent visiter à Beyrouth son copain de Camille Chamoun à l'époque. Et en Iran, il y avait une gauche iranienne avant l'affaire de Khomeini. Et il y a un parti communiste iranien qui s'appelle Toudeh, qui date de 1919, du temps de Lénine, l'internationale communiste. Mais comme tous les partis communistes dans cette région du monde où la religion joue un grand rôle, il n'y a pas de clientèle pour les partis communistes. C'est-à-dire, si le parti communiste veut faire une manifestation contre le Shah d'Iran, il pouvait rassembler 1000 personnes. C'est tout. Il s'est créé en collaboration avec l'OLP, c'est là où je parlais de Beyrouth qui était le Hanoï de la région. Le Fatah a soutenu un groupe révolutionnaire contre le Shah qui s'appelle Mujahidou Khalq, de gauche, qui essayait de mélanger marxisme et islam. Mais leur importance, c'est qu'ils ont mené la lutte armée très tôt contre le régime du Shah. Ils se sont fait massacrer, comme d'habitude. Khomeini, à l'époque, était en exil. Et Khomeini, dans la hiérarchie de la chiite des mullahs en Iran, n'est pas un type imité. J'ouvre une parenthèse ici. Qu'est-ce que ça veut dire imiter? Chez les mullahs, c'est-à-dire les hommes religieux chiites, ils sont formés historiquement. À l'origine, c'est à Najaf qu'ils étaient formés, en Irak. C'est là où la famille de Ali ibn Abi Talib a été massacrée. Donc c'est un lieu sacré du chiisme dans le monde entier. À la tête de ce lieu saint existe actuellement un type qui s'appelle Sistani, qui n'est pas pro-iranien. C'est lui maintenant qui déclenche les manifestations avec des slogans « Iran out » en Irak, là. Il y a des chiites qui manifestent. Donc, c'est le pape des chiites, si vous voulez. Les Iraniens avaient un autre centre rival de Najaf qui s'appelle Qom, un lieu saint en Iran. Khomeini a fait ses études entre le Najaf en Irak et Qom. Mais ce n'est pas un muqallad, ce n'est pas un imité, c'est-à-dire on appelle imité, à la façon de Foucault, un fondateur d'une discursivité. C'est-à-dire lorsqu'il a fait une thèse de doctorat épaisse comme ça, comme Louis Étienne, par exemple, il va y avoir pour lui des adeptes, des gens qui vont lui demander des fatwas même dans leur vie intime. Par exemple, un type comme Shariat Madari, il a 15 millions d'imitants. S'ils leur disent de descendre dans la rue, les mains vides et affronter l'armée du Shah, ils vont le faire. Et l'idéologie qui se transforme en force matérielle. Ça n'a rien à voir avec le Parti communiste Toudeh, là. C'est autre chose. Et Khomeini, son importance est plutôt politique, elle n'est pas religieuse. C'est-à-dire, il a été exilé, donc il est devenu un symbole de quelqu'un qui est persécuté par le régime. Depuis 1964. Et à un moment donné, parce que cet ordre religieux en Iran, qui compte à l'époque, selon les estimations, au moins 7000 a'imma, se réunissent secrètement. C'est des gens qui jouent l'ésotérisme, si tu veux. C'est-à-dire, ils montrent à l'extérieur ce qui n'est pas à l'intérieur, quoi. Ils jouent sur ça.
C'est ce que Nietzsche appelle le ressentiment. Il y a un terme chiite qui s'appelle taqiyya. Taqiyya qui veut dire lorsque tu n'es pas en mesure d'affronter le gouverneur tyran, eh bien baise-lui la main, mais souhaite-lui la mort. C'est ça la taqiyya, c'est-à-dire tu fais semblant de... Et donc ce régime de Millah pratiquait la taqiyya pendant très longtemps parce que le rapport de force ne permettait pas de se révolter. À un moment donné, il décide de se révolter. C'était en 79. Et le symbole dont il se sert, c'est Khomeini. Il se déplace pour aller de là où il était exilé en Turquie vers la France, Neuchâtel, et il envoie des petites cassettes à ces mullahs sur place de descendre dans la rue contre l'armée du Shah. Et il y a des millions qui descendent. Et ils descendent avec sur le dos déjà leur linceul, on appelle ça, c'est-à-dire ils sont prêts à mourir. Alors l'armée du Shah tire et les gens reviennent par masse. À un moment donné, le Shah plie bagage et s'en va. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, il y a prise de pouvoir de cette façon, à partir de 1979. Cette prise de pouvoir, il y a tout ce qui va avec. Et ça, on en parle peu, parce qu'on essaie maintenant, avec l'accord nucléaire iranien signé par Obama, de montrer un chiisme gentil, comme quoi il va devenir rationnel, etc. C'est une théocratie comme régime, c'est-à-dire la constitution qui a été instaurée du temps de Khomeini stipule que ne peut gouverner qu'un homme religieux de la communauté confessionnelle chiite duodécimale, Isnaï Ashariya. Il n'y a pas un seul régime arabe qui stipule de cette façon explicite et précise sur quel rite il doit être le gouverneur. Et donc, ce qui fait que c'est un gouvernement islamique qu'on appelle en arabe et en iranien wilayat al-faqih, c'est-à-dire c'est l'homme religieux qui a le droit de gouverner et qui doit avoir un turban noir, c'est-à-dire il est le descendant direct du prophète. Et ce n'est pas nécessaire qu'ils aient une fonction d'État, chef d'État ou Premier ministre, ils s'en fichent de ça. Ali Khamenei, c'est lui qui représente Khomeini actuellement, officiellement n'a aucune fonction publique. Il y a un président qui s'appelle Rouhani, mais c'est lui qui téléphone à Rouhani et lui dit « Viens là, que je te dise 2 mots ». C'est comme ça que ça se passe. C'est lui le vrai pouvoir. Parce que pour les musulmans chiites, ils représentent Khomeini et de facto, ils représentent Ahl al-Bayt, c'est-à-dire la famille du prophète. C'est lui qui fait et défait les présidents. On n'est pas dans un régime... Je vois mal comment il peut évoluer vers la démocratie, un régime pareil. À moins que ça éclate quelque part. Il y a eu déjà une révolte en Iran, mais les gens ont disparu, là, ceux qui ont les symboles de la chose. Bon. Donc, dans cette foulée, la révolution iranienne prend position tout de suite sur la question palestinienne, dès le départ. Il transforme l'ambassade d'Israël en Iran en ambassade de l'OLP, alors que l'OLP n'était reconnue que par la France, officiellement, depuis 1973. Et donc, en même temps, il crée un problème
avec l'affaire des dettes de l'Iran. On en parle actuellement. Pas des dettes, l'argent de l'Iran qui sont bloqués aux États-Unis. C'est-à-dire, dès la prise du pouvoir par Khomeini, le Shah d'Iran avait déjà fait des commandes d'armes auprès des usines américaines pour des armes ultra sophistiquées. Et il payait à l'avance. Mais des milliards de dollars, il est question. Eh bien, l'État fédéral des États-Unis est intervenu pour bloquer cet argent, à ne pas payer à l'Iran. Khomeini a dit c'est l'argent du peuple iranien, c'est pas l'argent du cousin du Shah, là, ni de sa mère. Rendez-moi l'argent. Et ça a créé un problème qui s'est traduit par la prise d'otages. Et les fameuses prises d'otages, ça a commencé avec ça. Et ça se passait où? À Beyrouth. C'est-à-dire, on trouve quelques chiites à Beyrouth pour enlever Thierry Waite ou enlever Kaufman ou n'importe qui, ou Jean Seurat, et qui va les libérer avec commission et pourcentage? Et la Syrie. C'est-à-dire que... Et avec l'accord de tout le monde, c'est-à-dire les États-Unis savent que les Syriens sont complices parce que c'est eux qui ont créé la milice qui va enlever ces gens-là, et elle leur demande de faire des efforts pour la stabilité de la région, pour libérer les otages. Ben, ils ne demandent que ça, les Syriens. Ils sont serviables. Mais ils prennent des commissions sur ça. Et donc, ça s'est développé de cette façon. Ça, c'était le début, si vous voulez, cette prise d'otage de Hezbollah. Il n'y avait pas de Hezbollah. Hezbollah va naître longtemps après, en 85. Parce qu'entre-temps, il y a eu la guerre Iran-Irak. Puisque juste après l'arrivée au pouvoir des mullahs en Iran, Saddam Hussein, avec l'appui des États-Unis, il faut le dire les choses là, on ne va pas porter des gants là. C'est les États-Unis qui ont encouragé Saddam Hussein à se battre contre le méchant loup de l'époque qui était Khomeini. Et à l'époque, Saddam Hussein était sur la première page de New York Times, un héros américain, en train de protéger tous les pays du Golfe et le monde occidental et la civilisation occidentale contre le méchant loup iranien. Ça a duré cette affaire 8 ans. Toutes les armes de Saddam Hussein venaient des Américains à l'époque et des Européens. Il ne les a pas inventées, lui. Ils l'ont tous soutenu. Sauf que lui, il a fait un mauvais calcul à la fin de cette guerre, en 88. C'est de faire payer aux pays du Golfe la guerre qu'il a menée. Il a dit, je vous ai protégé. Alors, donnez-moi de l'argent, j'ai des gens à nourrir, moi. Il réclamait 10 milliards de dollars. Non moins que ça. Les Américains ont encouragé les Koweïtiens à ne pas payer. Il a dit, si c'est comme ça, le Koweït, historiquement, c'était un département de l'Irak, et c'est les Anglais qui l'ont enlevé, comme ils ont fait au Liban. Donc j'envahis le Koweït. Et là, on rentre dans une guerre, qu'on appelle la guerre du Koweït, suivie par la première guerre du Golfe. Tout ça, c'est pour dire que cette guerre, si vous voulez, qui a duré 8 ans, a retardé le rôle iranien dans les pays arabes. Mais le rôle était prévu par Khomeini, dès le départ, parce qu'il y avait un débat au sein de la révolution iranienne, comme il y avait un débat en 1917 entre des gens qui voulaient bâtir le socialisme
dans un seul pays, à la façon de Staline, et l'autre, Trotsky, qui voulait une révolution permanente, exporter la révolution partout à travers la planète. Le même débat s'est produit, mais avec termes religieux, en Iran. Est-ce qu'on exporte la révolution en dehors de l'Iran, ou bien on se contente de faire un État islamique et profiter de nos ressources naturelles, puisque l'Iran est un pays riche, pays pétrolier. Et c'est le point de vue qui veut exporter la révolution qui l'a emporté, d'où la naissance de Hezbollah. Et Hezbollah n'est pas seul, c'est-à-dire c'était une stratégie de créer dans le monde arabe des milices à partir des minorités chiites dans ces régimes pour les déstabiliser. Donc, Hezbollah a réussi son coup au Liban, mais il y a une copie de Hezbollah, le Yémen. Si vous regardez le gars à la télévision qui mène maintenant le pro-iranien, les Houssites, dans ses entrevues, là, il imite Nasrallah dans ses discours même. Il est nourri de l'Iran depuis 2009. On a créé la même chose en Irak, on a créé la même chose en Arabie Saoudite, on a créé la même chose, etc. Là où il y a une minorité chiite, l'Iran mettait des budgets énormes pour donner des armes à ces gens-là, avec un programme précis de prise de pouvoir. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment ça s'est présenté, le premier modèle de cette stratégie au Liban, qui est Hezbollah. On entend beaucoup parler de lui. Et ça, il faut le mettre dans le contexte libanais, comme d'habitude. Tout passe par là. Vous savez que en 1982, il y a eu une deuxième invasion israélienne du Liban. On a l'habitude dans cette région du monde. Alors, l'invasion israélienne de 1922 est la naissance de la résistance nationale libanaise, 82-85. Donc, en 82, l'objectif de l'armée israélienne, dirigée à l'époque par Sharon, personnellement, il n'était pas Premier ministre, il était chef de l'armée. Et l'objectif, c'était de se débarrasser, de liquider carrément l'OLP au Liban, qu'on en finisse une fois pour toutes. Infrastructure, etc. Ce que les Syriens n'ont pas fait. Et donc, Sharon va aboutir jusqu'à Beyrouth. Il va rentrer à Beyrouth, ce qui n'était pas prévu par le programme américain. C'est-à-dire, le programme américain, c'était d'encercler Beyrouth et de négocier une sortie des combattants de l'OLP par les bateaux. Ils ont envoyé à cet effet Philippe Habib, un émissaire américain d'origine libanaise, qui a négocié la chose. Arafat a accepté, il a pris les bateaux, et on a donné les choix aux combattants palestiniens, les uns qui voulaient partir en Égypte, mais le gros c'était de partir en Tunisie. C'est-à-dire, l'idée c'était de les foutre dans un pays qui n'est pas limitrophe d'Israël. Comme ça, on aura la paix au sud du Liban. Et, entre-temps, puisque Israël rentre à Beyrouth, c'est une nouvelle donnée. Déjà, avant, il y avait un modus vivendi entre la Syrie et Israël. Israël occupait le sud Liban, c'est-à-dire 20% du Liban.
depuis 1978, la première invasion, mais la Syrie gérait le reste du pays en sous-traitant américain. Et donc, lorsque Sharon occupe la capitale, ça change la donne. C'est-à-dire, ça coince les Syriens, même s'ils avaient les mêmes objectifs contre l'OLP. Parce que c'est les Syriens qui auraient voulu désigner un président de la République et tout. Cette fois-ci, c'était l'armée israélienne qui faisait le président. Et on a imposé comme président unique à l'époque Bachir Gemayel, le chef de la milice chrétienne pro-israélienne, comme président de la République. Hafiz Assad, à l'époque, qui reçoit pendant 5 heures le chef du Parlement libanais, Kamel Assad, et lui prie, et le prie d'ajourner l'élection, puisque c'est connu, s'ils veulent voter, ils vont voter Bachir, c'est évident. Et Kamel Assad, qui est chiite, lui, ne voulait pas. Alors, en le saluant avant de partir, il lui a dit, vous pouvez élire Bachir Gemayel, mais moi je peux faire en sorte qu'il ne passera pas à Bab, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas en fonction. Et effectivement, il l'a tué avant. Avant qu'il fasse son serment de président. Par les outils de travail des Syriens, c'est connu là. Un sac là, Samsonite avec une bombe qui a éclaté dans son bureau. Bref, on a élu son frère, Amin Gemayel, la même année, 422, et qui est resté 6 ans. Jusqu'à 88. Il a pris la caisse, lui aussi, de l'État, comme d'habitude. Donc, ici, lorsque Sharon a abusé, puisque ce n'était pas prévu dans le programme de rentrer à la capitale, de faire élire Bachir, et surtout de laisser les milices chrétiennes perpétrer le massacre des camps palestiniens, ce qu'on a appelé à l'époque massacre de Sabra et Shatila, très connu. Et ça a créé des remue-ménages là au sein de l'armée israélienne, comme quoi il y a une responsabilité morale pour, même si c'est des milices chrétiennes qui l'ont fait, cette affaire-là, mais c'était sous le parrainage de l'armée israélienne. Donc l'armée israélienne était obligée de se retirer de Beyrouth au profit de forces internationales sous le patronage des États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis sont venus eux-mêmes, la copie originale, avec leurs Marines, à s'installer à Beyrouth. La riposte syrienne, c'était d'envoyer quelqu'un avec un camion fourré de TNT et d'attaquer la base des Marines à côté de l'aéroport de Beyrouth. Ils ont perdu dans cette affaire 280 Marines. Les Français ont perdu 90, la même opération. Donc ils ont plié bagages, ils sont partis, et ils ont dit aux Syriens, vous êtes le sous-traitant assermenté du Liban. C'est comme ça que ça s'est passé. Que la Syrie est devenue le sous-traitant. Les Israéliens se sont retirés comme première étape jusqu'à Saïda, et après ils se sont retirés de Saïda, ils sont restés jusqu'à 2000. Et 2000 qu'ils ont décidé unilatéralement de quitter le Liban sud, en laissant la milice chrétienne se débrouiller toute seule. Hezbollah, entre-temps, s'est attribué cette victoire, il appelle ça la libération, comme quoi il a gagné la bataille de Verdun contre Israël, alors qu'il n'y a pas eu de bataille là.
C'est eux qui ont décidé de partir. Non. Entre-temps, ça c'est important pour décrire un peu le profil de Hezbollah. En 82, avec Sharon à Beyrouth, il s'est développé au Liban ce qu'on appelle une résistance nationale libanaise, de tous les partis politiques réunis, de toutes les communautés confessionnelles. Ce n'était pas une résistance islamique, c'était une résistance nationale qui ont fait des opérations contre l'occupant israélien, à commencer par Beyrouth jusqu'à Saïda, jusqu'au sud. Ça a duré de 82 à 85. Et à un moment donné, le gouverneur général syrien, à l'époque qui s'appelait Razi Kanaan, a convoqué tous ces gens pour leur dire ou vous changez de nom, ou vous rentrez chez vous. Changez de nom, mais qu'est-ce que vous allez nous donner comme nom? Et il a dit, je vais vous nommer à partir de demain la révolution, la résistance islamique contre Israël. Avec, à votre tête, Hezbollah. C'est la première fois qu'on entend parler officiellement de Hezbollah. 85. Et c'est devenu la résistance islamique. C'est-à-dire, si on est chrétien, on n'a pas le droit d'être dedans. C'est aussi simple. Et celui qui a le pourcentage de ça, c'est la Syrie. Et le budget, ça vient de l'Iran. Et l'idéologie, ça vient de l'Iran. Et donc, c'est pour ça que il y a eu ce qu'on appelle usurpation d'une génération de Libanais qui se battaient contre Israël et que Hezbollah, soit il va les récupérer par de l'argent et tout, soit il va les liquider, carrément. Alors que l'origine politique de Hezbollah, c'était des gens qui n'étaient pas pro-palestiniens du tout. Parce qu'en 1985, le régime syrien vient demander aux partis politiques libanais, ou ceux qui l'ont resté, de mener une guerre contre les camps palestiniens, ceux qui l'ont resté aussi. Puisque Israël n'a pas achevé le travail. Il y a eu le massacre de Sabra et Shatila. Mais Sabra et Shatila, c'est 2 km sur 3 km, c'est rien du tout là. Et il y a d'autres camps. Il y a un camp de Ain al-Hilwi, il y a de Barit, etc. Plein au Liban de camps palestiniens. Et tous ces gens-là, leur allégeance, c'est pour l'OLP avec la photo de Yasser Arafat en poster, comme Che Guevara. Ça ne plaît pas aux Syriens, ça. Il faut changer la donne. Comme quoi, il faut par la force qu'il y ait à la place de ça la photo de Hafiz al-Assad. C'est ça l'idée. Donc, on fait la guerre aux camps palestiniens. Les partis de gauche, à l'époque, ceux qui l'ont resté, ont refusé de participer à un nouveau massacre des Palestiniens. Ils ne sont pas formés pour ça. La seule formation qui a accepté, c'était la formation de Amal. Amal, c'est une milice chiite créée par Moussa Sadr, et dont le chef actuel, c'est Nabih Berri, qui est le chef du Parlement, et qui est l'allié de Hezbollah. Hassan Nasrallah était membre de Amal à l'époque, c'est-à-dire qui a participé au massacre des Palestiniens en 1984-85, au nom de Amal. Et tout le milieu chiite à l'époque était critique par rapport à l'OLP. C'est pour ça que ça passe mal actuellement que Nasrallah s'approprie le slogan qu'il va libérer la Palestine, et je ne sais pas quoi, c'est-à-dire il y a toujours des Libanais malins pour lui rappeler
ses antécédents ou son itinéraire. Voilà. Et donc, j'ai dit ici, c'est la Syrie comme État pôle et joueur principal, l'usurpation de la résistance nationale libanaise par le Hezbollah, la Syrie comme État pôle et joueur principal pour les États-Unis de 1985 à 2005. Vient ensuite l'assassinat de Hariri en 2005, avec ce qui a suivi comme ce qu'on a appelé la révolte du Cèdre. Ensuite, il y a eu une nouvelle invasion du Liban israélienne de 2006. Et ensuite, il y a eu le pouvoir chiite au Liban et l'héritier iranien de la domination syrienne. Voilà en gros le panorama de cette période cruciale qui a précédé l'éclatement du printemps arabe à partir de 2010. Je m'arrête un peu pour laisser le temps à la discussion ou questions, comme on a fait la dernière fois.